Le déroulement de mon intervention consistera à essayer d'apporter des éléments de réponse aux 4 questions posées par les organisateurs dans l'argumentaire de ce colloque. Première question. La proposition freudienne est-elle toujours d'actualité ? Comme il est précisé dans l'argument, Sigmund Freud a dégagé 3 formes de masochisme différents dans son article sur le problème économique du masochisme. Un masochisme érogène, un masochisme féminin et un masochisme moral. Je me réfère à la traduction de 1973 que l'on trouve dans le recueil Névrose, psychose et perversion. Ce masochisme primaire est présenté par Freud comme résultant de l'intrication de la pulsion de mort et de la libido. Cette intrication pousse la libido à entraîner cette tendance à la destruction de la pulsion de mort vers des objets extérieurs, ce qui donne naissance au sadisme. Mais, tout en faisant cela, une partie reste à l'intérieur et donne naissance au masochisme primaire, érogène. Lorsqu'une partie du sadisme tournée normalement vers l'extérieur se retourne vers le moi et l'intérieur de l'appareil psychique, alors il s'agit là de masochisme secondaire. Nous allons nous intéresser plus particulièrement au masochisme moral. C'est celui dont Freud parle le plus dans cet article. C'est celui-là que nous allons essayer d'illustrer cliniquement. Freud aborde cette 3e forme du masochisme en s'appuyant sur sa clinique et sur ce qu'il a repéré chez certains patients qui semblent ne pas vouloir guérir, qui développent ce qu'il appelle la réaction thérapeutique négative et qui, dans certains cas, semblent aller beaucoup mieux lorsqu'ils s'engagent dans un mariage malheureux, perdent leur fortune ou contractent une maladie organique. Je cite Freud. Une forme de souffrance a ici été relayée par une autre, et nous voyons qu'il ne s'agissait que de pouvoir maintenir une certaine quantité de souffrance. Pour expliquer cette recherche de souffrance, Freud parle de sentiment de culpabilité inconscient qui est difficilement saisissable. Il le désigne au patient comme un besoin de punition. C'est à ce moment qu'entre en jeu le surmoi comme instance morale et ses rapports avec le moi. Je cite à nouveau Freud. Le surmoi, la conscience morale à l'œuvre en lui, peut alors se montrer dure, cruelle, inexorable à l'égard du moi qu'il a sous sa garde. Freud indique dans ces situations le fonctionnement d'un surmoi devenu sadique qui accable le moi ou le moi masochiste qui réclame punition. Comme l'écrit Freud, afin de provoquer la punition par cet ultime représentant parental, le masochiste doit agir à l'encontre de ce qui convient, œuvrer contre son propre intérêt, détruire les perspectives qui s'ouvrent à lui dans le monde réel et éventuellement anéantir sa propre existence réelle. La proposition freudienne est-elle toujours d'actualité ? J'espère le montrer à travers la situation clinique qui va suivre. Deuxième question. Guidé par l'expression du masochisme selon la structure psychique, comment le clinicien est-il amené à opérer dans la cure ? Pour répondre à cette question et compléter ma réponse à la question précédente, je vais m'appuyer sur une situation tirée de ma clinique. Comment conduire la cure en fonction de la structure et de l'expression du masochisme, questionne l'argumentaire de ce colloque. D'abord, il y a l'installation du transfert et son nourrissage. Monsieur H est névrosé selon moi. Et vous voyez ici, si mon diagnostic structurel n'est pas erroné, que la névrose peut être très grave. Ensuite, il importe, me semble-t-il, que le clinicien se soit confronté à la question du masochisme dans sa propre cure, qu'en repérant sa propre façon de se maltraiter, il soit en mesure d'en repérer les masques et les déguisements chez celles et ceux qui lui rendent visite et viennent parler sur le fauteuil ou le divan. Ce sont enfin tout un tas d'interventions, de remarques, d'interrogations qui visent à déranger le moi, qui vont petit à petit produire des effets, parfois sans qu'on mesure bien par quelle voie cela passe. Troisième question.
En quoi la découverte d'une position masochiste constitue-t-elle une voie d'accès vers un savoir inédit? Pour répondre à cette question, je pense que nous pouvons revenir brièvement à l'article de Freud déjà cité, et en particulier sur la première et la dernière phrase. Il débute son article par la phrase « On est en droit », je cite Freud, « on est en droit de trouver énigmatique, du point de vue économique, l'existence de la tendance masochiste dans la vie pulsionnelle des êtres humains. » Freud ouvre son article par la dimension énigmatique de l'existence du masochisme. Il a presque 68 ans lorsqu'il rédige ce texte. Cela fait plus de 40 ans qu'il reçoit des patients et il essaye de résoudre une énigme qui s'était imposée à lui dans sa pratique clinique. Il a commencé d'y répondre depuis 1920 avec son article « Au-delà du principe de plaisir », où il fait l'hypothèse de l'existence d'une pulsion de mort qui chercherait à atteindre un état de tension nulle. Il a réorganisé les instances intrapsychiques dans l'article « Le moi et le ça » en 1923, où il donne une importance particulière à la description du moi, du ça et du surmoi et à leurs relations. Tout cela ouvre sur un savoir nouveau. Il termine son article par ce paragraphe. Ainsi, le masochisme moral devient-il le témoin classique de l'existence de l'union pulsionnelle? Son caractère dangereux provient du fait qu'il a son origine dans la pulsion de mort, qu'il correspond à la partie de celle-ci qui a évité d'être tournée vers l'extérieur sous forme de destruction. Mais, comme il a d'autre part la signification d'une composante érotique, même l'autodestruction de la personne ne peut se produire sans satisfaction libidinale. Il me semble que ce dernier paragraphe et cette dernière phrase en particulier ouvrent la porte à la théorisation lacanienne de la jouissance dont je vais parler pour répondre à la dernière question de l'argument. Quatrième question. Quels sont les enjeux d'une réactualisation théorico-clinique de ce concept? Si nous soutenons que la psychanalyse est une science, alors elle doit être régulièrement questionnée et sa théorie évoluer avec des avancées conceptuelles. Ainsi, Lacan, dans l'ensemble de son enseignement, est revenu à Freud et a proposé d'enrichir et d'affiner le corpus conceptuel et la pratique clinique. Il a, entre autres, apporté le concept de jouissance. Celui-ci me semble précieux pour saisir la forme de plaisir que l'on trouve dans le masochisme et pourquoi l'être y tient tellement. Ces quelques lignes tirées du livre de Dostoïevski de 1864, Les carnets du sous-sol, traduit par André Markovitch, en donneront une idée assez saisissante, me semble-t-il. Je cite. « J'étais incapable de croire que tout le monde était dans le même cas. Je cachais donc cela comme un secret. J'avais honte. Peut-être ai-je honte jusqu'à ce jour. J'en arrivais à ressentir je ne sais quel petit plaisir secret, pas normal et pas propre, quand je rentrais chez moi dans mon trou, par une de ces nuits les plus mauvaises que nous avons à Pétersbourg, et que j'avais une conscience accrue d'avoir fait ce jour-là encore une nouvelle saleté. Et ce que j'avais fait étant irréparable, je me rongeais secrètement, de l'intérieur. Je me rongeais à toutes dents, me taraudais et me bouffais moi-même jusqu'à ce que l'amertume devienne une honteuse, une maudite espèce de douceur, et puis une jouissance franche et grave. Une jouissance, oui, une jouissance, j'insiste. J'en parle parce que j'ai toujours voulu en avoir le cœur net. Les autres, ressentent-ils ce genre de jouissance? Voilà ce qu'écrit Lacan à propos de la jouissance au début du séminaire 20, encore, lors de la première leçon intitulée « De la jouissance ». Qu'est-ce que la jouissance? Elle se réduit ici à n'être qu'une instance négative. La jouissance, c'est ce qui ne sert à rien. Lacan ajoute ensuite, je pointe là la réserve, c'est Lacan qui parle, je pointe là la réserve qu'implique le champ du droit à la jouissance. Le droit n'est pas le devoir,
Rien ne force personne à jouir, sauf le surmoi. Le surmoi, c'est l'impératif de la jouissance. Jouis. Souvenez-vous du surmoi dur, cruel et inexorable à l'égard du moi dont parlait Freud. Ce passage est suivi chez Freud d'une référence à l'impératif catégorique de Kant. Et voilà que nous retrouvons dans le discours de Lacan cette articulation de la jouissance au surmoi et à l'impératif, à l'ordre sadique du surmoi auquel le moi se soumet. Est-ce que cela constitue une réactualisation théorico-clinique du concept ? En tout cas, cela fait avancer la psychanalyse dans sa théorie et dans sa pratique. Dans le même ordre d'idées, Fernando de Amorim, depuis plus de 20 ans, a affiné cette théorisation et a proposé une avancée conceptuelle importante. Il a été chercher chez Freud la résistance du surmoi et il la distingue clairement du fonctionnement normal du surmoi. Ainsi, lorsque Freud parle du surmoi dur et cruel et que Lacan parle de l'impératif du surmoi, Fernando de Amorim théorise que cela relève non pas d'un surmoi sain, mais de la résistance du surmoi, laquelle accable le moi et le pousse au passage à l'acte auto-agressif. Depuis plus de 20 ans, Fernando de Amorim travaille cette question et l'affine, entre autres dans son articulation avec l'apparition de symptômes corporels ou de maladies organiques. Pour répondre à la quatrième question et pour conclure, oui, je pense que la théorie et la pratique de la psychanalyse doivent être en évolution et en questionnement régulier. Cela afin de répondre aux critiques qui lui sont régulièrement adressées et de pouvoir prétendre au statut de science. Rapport à la science qu'il me semble également très important de défendre et de soutenir dans l'époque que nous vivons où le rapport au savoir et à la vérité semble bien vacillant dans la société. Je vous remercie.